Les cargos s'arrêtent, les ports se taisent, les prix décrochent brutalement. Ce qui passait pour de simples ajustements techniques révèle une dépendance européenne à des routes et minerais qu'elle ne contrôle plus, avec des effets immédiats sur l'industrie et la sécurité économique. Que signifie votre stabilité quotidienne lorsqu'Ibrahim Traoré incarne un tournant où des règles longtemps implicites deviennent soudain négociables ? Un ancien équilibre vacille, laissant entrevoir un monde où les fournisseurs redéfinissent désormais les conditions du jeu. Ce récit poursuit un objectif précis: expliquer comment des décisions présentées comme neutres ont produit un déplacement durable du pouvoir économique mondial. Pour le lecteur, le bénéfice est concret. Comprendre en 10 minutes ce qui façonnera les risques industriels, financiers et politiques des prochaines années. L'enjeu dépasse largement une crise conjoncturelle. Lorsque des corridors d'exportation se figent, lorsque des permis sont suspendus et que des chaînes de valeur se déplacent, les repères hérités cessent de fonctionner. Les États perdent des marges de manœuvre qu'ils croyaient acquises, les entreprises doivent revoir leur modèle de continuité et les citoyens subissent des effets différés qu'aucun discours rassurant ne suffit à dissiper. Ce qui se joue ici n'est ni une rupture idéologique, ni un choc spectaculaire, mais une redéfinition silencieuse des règles implicites du marché mondial. Les notions de partenariat, d'aide et de stabilité changent de sens lorsque les fournisseurs reprennent la main sur les conditions. Une question guide la suite. Comment un système réputé stable a-t-il révélé en si peu de temps sa vulnérabilité structurelle ? Le signal n'a pas pris la forme d'un discours, mais d'un chiffre net. En 2025, le prix du cobalt a triplé en quelques jours sur le London Metal Exchange, exposant une dépendance que beaucoup croyaient maîtrisée. Ce mouvement, apparemment technique, indiquait qu'un fournisseur pouvait désormais réécrire les conditions de sa participation à l'économie mondiale. Pour comprendre cette secousse, il faut revenir à l'architecture qui l'a rendue possible. Pendant des décennies, les accords commerciaux européens ont organisé un échange asymétrique, présenté comme coopératif. L'Afrique fournissait des ressources, tandis que l'Europe fixait les routes, les normes et les clauses. Les préférences tarifaires donnaient une impression d'équilibre, mais chaque prêt conditionnel, chaque contrat d'extraction et chaque dispositif monétaire ajoutait un degré de dépendance supplémentaire. Les monnaies arrimées à l'euro, les exigences imposées aux banques locales et l'afflux d'importations à bas coût ont freiné l'émergence d'industries capables de transformer la valeur sur place. Ce système paraissait stable parce qu'il reposait sur l'inertie. Tant que les flux ne s'interrompaient pas, les courbes restaient lisses et les bilans rassurants. Pourtant, sous cette surface, les fissures s'élargissaient. Dans le Sahel, le bassin du Congo et la Corne de l'Afrique, une génération de décideurs a commencé à poser une question simple, sans manifeste idéologique. Pourquoi un continent riche en minerais, en terres et en énergie accepterait-il des règles façonnées ailleurs ? C'est dans ce climat qu'Ibrahim Traoré est devenu un repère analytique, non comme figure isolée, mais comme symptôme d'un tournant partagé. Sa formule sur la liberté qui commence dans l'esprit a cessé d'être une phrase pour devenir une méthode administrative, traduite en décisions concrètes. Des pays aux profils différents ont engagé des ruptures qui se répondaient, révélant une logique commune. Lorsque des cargos se sont arrêtés et que des permis ont été suspendus, le doute initial a trouvé une première réponse. Ce qui semblait un ajustement ponctuel marquait le début d'un déplacement durable du pouvoir économique. Pour saisir le basculement, il faut quitter les déclarations générales et suivre ceux qui ont transformé une intuition en procédure. Le changement n'est pas venu d'un sommet spectaculaire, mais de salles de réunion modestes où des équipes techniques ont relu des clauses longtemps considérées comme intouchables. Là, des responsables financiers et juridiques ont découvert que le levier décisif n'était ni rhétorique ni idéologique, mais administratif. Un premier cas éclaire cette dynamique. Au Mali, la suspension de permis miniers détenus par des groupes étrangers n'a pas seulement interrompu des opérations, elle a montré que la souveraineté pouvait s'exprimer par un formulaire gelé et un calendrier repoussé. En quelques heures, des partenaires internationaux ont demandé des clarifications, signe que l'autorité effective résidait dans la règle appliquée,
Non dans le discours public. Le geste était limité, mais son effet psychologique immédiat. Un second cas confirme la logique. Au Ghana, l'interdiction d'exporter de l'or non raffiné a déplacé la négociation vers la chaîne de valeur. Les acheteurs étrangers ont dû revoir leurs marges, tandis que les autorités locales ont posé la transformation sur place comme condition minimale. Là encore, aucune mise en scène, seulement une décision technique aux conséquences stratégiques. Ces scènes ont un fil conducteur. Le pouvoir s'est déplacé lorsque des acteurs intermédiaires ont cessé d'appliquer mécaniquement des cadres hérités. Les premiers impacts sont restés discrets, mais ils ont modifié les attentes. Les marchés ont commencé à intégrer l'hypothèse d'un fournisseur qui décide. Avant le basculement, les échanges suivaient une routine éprouvée. Les cargaisons partaient selon des calendriers prévisibles. Les permis se renouvelaient presque automatiquement et les discussions commerciales restaient cantonnées à des ajustements marginaux. Les marchés lisaient de ces flux comme des constantes. Puis, en quelques semaines, cette normalité a cédé. Le déclenchement n'a pas été spectaculaire. Il a pris la forme de décisions administratives successives, formulées dans un langage neutre. Des gouvernements ont suspendu des permis, exigé des audits contractuels ou conditionné les exportations à des capacités locales de transformation. Pris isolément, chaque geste paraissait technique. Ensemble, ils ont créé un effet de seuil. Les cargaisons se sont figées, les assureurs ont demandé des renégociations et les délais se sont allongés. L'ancien système a montré qu'il dépendait moins de contrats solides que de l'habitude de ne pas les contester. Le point culminant est survenu lorsque ces décisions ont commencé à se répandre d'un pays à l'autre. En République démocratique du Congo, l'annonce conditionnant l'exportation de cobalt à une capacité de raffinage locale a servi de catalyseur. Le communiqué était bref, presque administratif. L'impact, lui, immédiat. Les prix se sont envolés, les chaînes industrielles ont ralenti et les ports européens ont vu leur activité se contracter. Ce qui était présenté comme un ajustement local est devenu un choc global. Les marchés ont découvert que la dépendance n'était pas théorique mais structurelle. Dans ce moment de tension maximale, d'autres États ont suivi des logiques parallèles. Le Nigeria a proposé des mécanismes de paiement alternatifs, contournant les circuits habituels sans confrontation ouverte. La Namibie a exigé une participation nationale majoritaire pour toute nouvelle extraction. Le Ghana a verrouillé l'exportation de l'or non transformé. Aucun de ces actes n'était spectaculaire pris seul. Leur synchronisation, en revanche, a brisé un modèle qui fonctionnait par coutume plus que par loi. C'est dans cette séquence que la figure d'Ibrahim Traoré a pris une valeur de repère. Non comme chef d'orchestre unique, mais comme voix assumant publiquement ce que d'autres mettaient en œuvre discrètement. Lors de prises de parole mesurées et de réunions régionales, il a affirmé que l'Afrique ne cherchait pas la rupture, mais la cohérence. Ces mots ont donné une lisibilité politique à une série de décisions techniques déjà en cours. Le message a circulé. Les règles peuvent être renégociées sans déclaration de guerre économique. Les répliques se sont alors fait sentir en Europe. Les réunions d'urgence se sont multipliées, les techniciens ont parlé d'ajustement temporaire, mais les chaînes d'approvisionnement n'avaient plus de marge tampon. Chaque cargaison manquante est devenue une faille. Le nickel s'est agité, l'uranium s'est raréfié et les constructeurs automobiles ont évoqué des risques de baisse de production. Une inquiétude diffuse s'est installée. La prospérité dépendait désormais d'autorisations extérieures. La séquence s'est refermée provisoirement sur une évidence. Ce qui avait commencé comme une série de gestes administratifs s'est transformé en un tournant systémique. Le centre de gravité s'est déplacé sans fracas, mais avec méthode. La question ouverte au départ trouvait une première réponse. Le pouvoir change lorsque les règles cessent d'être implicites. Avant les restrictions, les flux miniers africains alimentaient l'industrie mondiale sans interruption notable. Après une seule variable déplacée, cette continuité s'est transformée en conditionnalité. Le passage du toujours livré au livré sous condition a suffi à convertir des données routinières en signaux de rupture mesurables. Un premier indicateur apparaît, le cobalt. En 2025, son prix a triplé en quelques jours sur une place de référence mondiale. Cette hausse révèle une dépendance structurelle masquée par des approvisionnements historiquement continus. Ce chiffre
ne décrit pas une flambée spéculative classique. Il indique qu'un point de passage décisif, longtemps perçu comme substituable, ne l'était pas à court terme. Les fabricants de batteries, l'automobile électrique et les filières liées aux énergies renouvelables ont intégré un risque qu'ils n'avaient jamais modélisé comme politique. La valeur ne provenait plus seulement de la demande finale, mais de l'accès sécurisé à la matière, désormais conditionné. Un deuxième indicateur se détache, les réserves monétaires. Le 1er août 2025, 6 pays d'Afrique de l'Ouest ont suspendu plus de 30 milliards d'actifs libellés en euros. Ce geste signale une réorientation calculée, non une fuite désordonnée face à l'incertitude. L'effet immédiat a été psychologique autant que financier. Pendant des décennies, l'euro avait fonctionné comme une encre réputée incontournable. La réallocation partielle vers des devises asiatiques et moyen-orientales a démontré une capacité à gérer le risque monétaire sans provoquer l'effondrement souvent annoncé. Les marchés européens ont réagi par nervosité, tandis que les places africaines ont interprété l'opération comme un apprentissage accéléré de la souveraineté financière. Le message était clair, la diversification pouvait être menée sans rupture brutale. Un troisième indicateur devient visible, la chaîne industrielle européenne. Après la réduction des flux africains, des constructeurs automobiles allemands ont évoqué des risques de fermeture d'usines en quelques semaines. La rapidité de l'alerte révèle l'absence de marge tampon accumulée auparavant. Il ne s'agissait pas d'un incident isolé. Une industrie réputée robuste a découvert que ses stocks et ses alternatives logistiques étaient insuffisants. Des ports habituellement saturés ont ralenti, devenant des symptômes visibles d'une asymétrie inversée. Des décisions prises en amont conditionnaient désormais l'aval industriel. La dépendance, longtemps théorique, se matérialisait dans les calendriers de production. Pris ensemble, ces trois chiffres dessinent une logique unique. Le pouvoir économique ne s'est pas déplacé parce que les discours se sont durcis, mais parce que des paramètres mesurables ont changé. Les minerais sont devenus des leviers, les devises des messages stratégiques et les chaînes logistiques des capteurs de souveraineté. La lecture quantitative ferme une première dette de curiosité. L'ancien équilibre reposait sur l'inertie et la prévisibilité des fournisseurs. Dans ce cadre, la référence à Ibrahim Traoré prend un sens particulier. Ces prises de position n'ajoutent pas de chiffres au tableau, mais elles donnent une cohérence politique à ce que les données montrent déjà. La liberté évoquée comme point de départ mental se traduit ici par des indicateurs concrets, prix, réserves, délai industriel. Les preuves nous confirment que le basculement n'est pas narratif, mais opérationnel. Reste alors une question décisive. Comment interpréter les arguments de ceux qui soutiennent que cette transformation serait exagérée ou réversible? Pour évaluer correctement la portée du basculement, il faut d'abord présenter les critiques dans leur forme la plus rigoureuse. Deux objections dominent les analyses sceptiques, chacune appuyée par une logique cohérente. La première objection relève de la prudence structurelle. Selon cette lecture, les suspensions de permis, les restrictions à l'exportation et les réallocations monétaires correspondraient à une phase de négociation tendue mais transitoire. Les économies africaines resteraient dépendantes des revenus issus des matières premières, tandis que les capacités industrielles locales demeureraient insuffisantes pour absorber l'ensemble des flux. L'Europe conserverait dans cette perspective des leviers financiers, technologiques et réglementaires capables d'amortir le choc. Le système traverserait une turbulence conjoncturelle, non une rupture d'époque. Une fois les discussions stabilisées, les flux reprendraient et les prix se normaliseraient. La seconde objection met en avant le risque de dépendance nouvelle. D'autres analystes soulignent qu'un éloignement des cadres européens ne garantit pas l'autonomie. Les capitaux asiatiques, les financements du Golfe et les technologies importées pourraient recréer des asymétries comparables sous des formes différentes. Dans ce scénario, la souveraineté affichée masquerait une simple rotation des partenaires sans modification profonde des rapports de force. L'Afrique remplacerait une tutelle ancienne par une tutelle émergente, moins visible mais tout aussi contraignante. Ces objections méritent d'être prises au sérieux. Pourtant, les faits observables en limitent la portée. Le triplement rapide du prix du cobalt, l'alerte quasi immédiate des chaînes industrielles européennes
et la suspension coordonnée de volumes monétaires significatifs indique autre chose qu'un simple épisode de négociation. Il révèle une capacité nouvelle à agir simultanément sur plusieurs leviers, ressources, réglementation et monnaie. Cette combinaison distingue une pression ponctuelle d'une architecture en formation. Par ailleurs, les décisions prises par des pays aux profils économiques et politiques différents suivent une logique convergente, récupérer de la valeur ajoutée et redéfinir les conditions sans rompre les échanges. Cette cohérence réduit le risque d'une substitution de dépendance. Elle montre une stratégie orientée vers la multiplication des options plutôt que vers l'alignement exclusif. Les objections soulignent des risques réels. Les données, elles, montrent que le statu quo n'est plus le point d'équilibre. Le centre de gravité s'est déjà déplacé, même si sa stabilisation reste incertaine. À ce stade, les événements cessent d'apparaître comme une succession de réactions isolées. Ils forment désormais un cadre implicite. Les décisions africaines ne sont plus lues comme des exceptions temporaires, mais comme des références que les négociations futures devront intégrer dès l'amont. Les acteurs extérieurs ajustent leurs attentes avant même que les annonces officielles ne soient formulées. Le changement décisif tient dans la coordination. Restrictions sur les ressources, audits contractuels et réorientation monétaire ne sont plus perçus comme des initiatives nationales indépendantes. Ensemble, ils dessinent une grammaire commune. Les marchés, sensibles aux signaux faibles, l'intègrent progressivement dans leur modèle. Les primes de risque évoluent, les calendriers d'investissement se réécrivent et les stratégies industrielles se repositionnent. La question n'est plus de savoir si l'ancien système peut être restauré, mais combien de temps sera nécessaire pour s'adapter au nouveau. C'est ici qu'Ibrahim Traoré devient un point de lecture central. Non parce qu'il imposerait une direction unique, mais parce qu'il nomme publiquement ce que d'autres mettent déjà en œuvre. En affirmant que la liberté commence dans l'esprit, il traduit une transition psychologique essentielle. Accepter que les règles soient négociables modifie la manière de les appliquer. Cette acceptation collective accélère le mouvement plus sûrement qu'un décret. À mi-parcours, une certitude s'impose. Le débat ne porte plus sur l'existence du basculement, mais sur ses conséquences concrètes. Les effets du réalignement ne se diffusent pas de manière uniforme. Ils traversent 4 sphères distinctes: État, entreprise, citoyens et équilibres régionaux, chacune révélant une facette spécifique du déplacement de pouvoir en cours. Pour les États, l'impact est d'abord institutionnel. La récupération d'un espace décisionnel longtemps contraint permet de fixer des priorités sans validation externe systématique. La suspension de permis, l'audit de contrats anciens et la redéfinition des règles d'exportation deviennent des instruments ordinaires de politique publique. Cette autonomie reste exigeante. Elle suppose une coordination étroite entre administration financière, juridique et industrielle. Là où cette cohérence progresse, l'État agit en stratège. Là où elle manque, les tensions internes réapparaissent. La référence à Ibrahim Traoré éclaire ce point. La souveraineté n'est pas proclamée, elle se pratique à chaque procédure dans la durée. Pour les entreprises, les conséquences sont asymétriques. En Afrique, les acteurs extractifs et énergétiques font face à des obligations accrues. Participation nationale, transformation locale, transparence contractuelle. Certaines y voient une contrainte réduisant les marges à court terme. D'autres anticipent un repositionnement plus durable fondé sur l'intégration de la chaîne de valeur et la sécurisation des licences. En Europe, l'effet est plus abrupt. Les industriels découvrent que leur modèle reposait sur une continuité jamais garantie. Les alertes dans l'automobile, l'électronique ou l'énergie traduisent moins une crise conjoncturelle qu'un défaut de préparation à la négociation souveraine des fournisseurs. Pour les citoyens, les répercussions sont contrastées. Dans les grandes métropoles africaines, le mouvement suscite un sentiment de revalorisation. Les ressources, longtemps perçues comme abstraites, deviennent un enjeu public. La perspective d'emploi industriel et de recettes mieux captées alimente l'idée d'une transformation structurelle. Dans les zones rurales, la transition est plus ambivalente. Les bénéfices attendus restent différés, tandis que les ajustements peuvent provoquer des tensions temporaires sur les prix ou l'emploi. Le récit de souveraineté inspire, mais il n'efface pas immédiatement les contraintes quotidiennes. À l'échelle des équilibres régionaux, le déplacement est tout aussi net.
L'Europe perd son rôle d'arbitre implicite et doit composer avec des interlocuteurs désormais en position de négociation. Les États-Unis oscillent entre inquiétude et opportunité. L'Asie et le Golfe deviennent des partenaires majeurs sans imposer un cadre unique. L'Afrique cesse d'être un espace à stabiliser pour devenir un acteur à consulter. Dans ce contexte, la parole d'Ibrahim Traoré agit comme un révélateur. Elle rend lisible une recomposition déjà à l'œuvre sans en masquer les tensions. Ses conséquences convergent vers une même conclusion. Le basculement n'est pas théorique. Il se mesure dans les procédures, les bilans et les perceptions. Le pouvoir s'est déplacé parce que les règles ont cessé d'être silencieuses. À court et moyen terme, l'évolution du réalignement peut suivre 3 trajectoires distinctes. Aucune n'est certaine. Chacune dépend de la capacité des États à coordonner ressources, monnaie et alliances sans fragiliser les équilibres internes. Commençons par un scénario de base, celui de consolidation prudente. Dans cette trajectoire, les gouvernements poursuivent la renégociation progressive des cadres existants, les restrictions à l'exportation restent ciblées et conditionnelles, évitant les ruptures frontales. La diversification des réserves monétaires se fait par paliers afin de limiter la volatilité. Les projets de transformation locale avancent à capacité partielle, soutenus par des partenariats multiples. L'Europe s'adapte à des conditions plus exigeantes sans retrouver son rôle directif. Le système évolue par ajustements successifs, plus lent que les annonces initiales, mais suffisamment cohérent pour stabiliser la transition. On peut aussi envisager un scénario plus optimiste, celui de intégration accélérée. Cette trajectoire suppose une coordination régionale renforcée. Les plateformes de paiement gagnent en interopérabilité, réduisant les frictions. Les règles sur les ressources deviennent plus prévisibles, ce qui diminue l'incertitude pour les investisseurs. Les projets industriels attirent des capitaux orientés vers la transformation locale et la montée en compétences. Dans ce cadre, les États négocient à partir d'une position collective plus lisible. La valeur ajoutée progresse sur le continent, tandis que les partenaires extérieurs ajustent leur modèle à des conditions nouvelles plutôt que de les contester. Enfin, il existe un scénario plus défavorable, celui de fragmentation et pression croisée. Cette variante apparaît si les intérêts nationaux divergent fortement. Certains pays privilégient des recettes immédiates, d'autres durcissent les conditions sans alternative industrielle prête. Les tensions internes ralentissent les projets logistiques et minent la crédibilité des règles. Des pressions extérieures émergent sous forme de contraintes réglementaires ou de mesures coercitives. La dépendance à de nouveaux partenaires technologiques risque alors de recréer des asymétries sous une forme différente, prolongeant l'incertitude. Face à ces scénarios, une posture analytique s'impose. Il ne s'agit pas de lire le réalignement comme une rupture binaire, mais comme un gradient de coordination. Si les règles restent cohérentes, alors la transition gagne en crédibilité et en attractivité. Si elle se fragmente, alors l'incertitude reprend le dessus. La variable décisive des prochains mois ne sera pas la rhétorique, mais la capacité à maintenir une continuité stratégique entre décisions économiques et objectifs politiques. Pour les professionnels de l'analyse, de l'industrie et de la finance, le moment agit comme un test stratégique. Les modèles de risque fondés sur la continuité des flux montrent leurs limites. Il devient nécessaire d'intégrer des variables longtemps secondaires. Capacité de transformation locale, crédibilité des cadres juridiques africains et coordination réglementaire régionale. Anticiper ces paramètres ne relève plus de la prospective lointaine, mais de la gestion courante. Ceux qui ajustent tôt leurs hypothèses gagnent en résilience opérationnelle. Ceux qui tardent découvrent des ruptures qu'ils ne peuvent plus qualifier d'imprévues. Pour le grand public attentif aux dynamiques géopolitiques, cette séquence joue un rôle de révélateur. Elle montre comment des décisions administratives, souvent invisibles, produisent des effets systémiques. La puissance ne se manifeste pas uniquement par des sommets diplomatiques ou des alliances militaires, mais par la maîtrise des règles économiques. Cette lecture modifie la manière de suivre l'actualité internationale. Elle invite à regarder au-delà des déclarations et à observer les procédures, les lois et les indicateurs qui façonnent réellement les rapports de force.
Pour les communautés africaines et la diaspora, l'impact est plus intime. Le réalignement ravive une mémoire longue, marquée par des dépendances héritées et des marges de manœuvre limitées. Voir des États renégocier, suspendre ou redéfinir des cadres anciens suscite une fierté mesurée, mais aussi une exigence nouvelle. La souveraineté cesse d'être un slogan mobilisateur pour devenir un processus à surveiller. Les attentes augmentent, tout comme la responsabilité des gouvernants face aux résultats concrets. Ces trois regards convergent vers un même point. Le changement en cours oblige chacun à réapprendre sa place dans un environnement où le centre de décision se déplace. Comprendre cette transition n'offre pas de certitude immédiate, mais faut pour que la dynamique engagée ne reste pas un moment isolé, une méthode s'impose. Elle ne repose ni sur l'idéologie, ni sur l'urgence symbolique, mais sur une séquence d'actions déjà observables dans les décisions récentes. L'objectif est de transformer un basculement politique en capacité durable et mesurable. D'abord, il s'agit de formaliser la gouvernance des ressources. La qualification de minerai stratégique doit être inscrite dans des cadres précis. Critères de participation nationale, exigences de transformation locale, audit indépendant et calendrier transparent. Cette formalisation réduit l'arbitraire et rend les règles lisibles pour tous les acteurs. La souveraineté cesse alors d'être déclarative pour devenir procédurale. Ensuite, l'objectif est de consolider l'architecture monétaire régionale. La diversification des réserves et les mécanismes de paiement alternatifs montrent une intention claire. Pour éviter les tensions internes, ces initiatives gagnent à être coordonnées par des instances communes capables d'évaluer les risques, d'harmoniser les pratiques et d'anticiper les pressions extérieures. La cohérence monétaire devient un facteur de crédibilité. Puis, il faut structurer les partenariats industriels. Les accords conclus avec l'Asie, le Golfe ou d'autres acteurs n'ont d'impact structurel que s'ils soutiennent la transformation locale. Ingénierie, formation et transfert de compétences doivent être intégrés dès la négociation, avec des indicateurs de suivi explicites. Enfin, tout repose sur une culture de souveraineté quotidienne. C'est ici que la référence à Ibrahim Traoré prend toute sa portée analytique. Lorsque la liberté est décrite comme un point de départ mental, elle rappelle que la souveraineté se joue dans les détails. Rédaction des contrats, contrôle parlementaire, transparence administrative et vigilance citoyenne. En suivant cette séquence, la transition gagne en stabilité. La question n'est plus de savoir si le basculement est réel, mais s'il sera suffisamment structuré pour durer. L'image qui revient n'est pas celle des marchés en panique, ni des sommets officiels. Ce sont les mêmes salles discrètes évoquées plus tôt, ces espaces sans décor où des contrats ont été relus ligne par ligne. Là, une clause annotée, un calendrier ajusté ou un permis suspendu ont suffi à déplacer un équilibre que beaucoup croyaient immuable. Ce motif initial donne sa cohérence à l'ensemble du récit. Avec le recul, le basculement apparaît ni soudain ni spectaculaire. Il s'est construit par accumulation, porté par une série de décisions précises et assumées. C'est ce caractère méthodique qui en fait la force. Le changement n'a pas été imposé par la confrontation ouverte, mais par la maîtrise patiente des règles. Dans cette lecture, la figure d'Ibrahim Traoré agit comme un fil conducteur, non pour incarner une rupture héroïque, mais pour rappeler que la souveraineté commence par une disposition intérieure avant de s'inscrire dans des procédures néo-concrètes. Ces paroles résonnent moins comme un slogan que comme une discipline collective. Accepter de revoir ce qui semblait acquis. La dignité redessine la direction du monde. Cette phrase relie les décisions techniques à leur portée humaine. Elle rappelle que les grandes transformations naissent rarement du fracas, mais de la détermination calme de ceux qui décident que le statu quo n'est plus tenable. Ce récit ne cherche ni à clore une discussion, ni à imposer une lecture unique. Il invite plutôt à observer avec plus d'attention la manière dont les règles économiques se transforment lorsqu'elles cessent d'être implicites. Le réalignement en cours n'appelle ni célébration automatique, ni inquiétude réflexe. Il exige une vigilance nouvelle, capable de distinguer les gestes symboliques des changements structurels.
Pour celles et ceux qui suivraient ces dynamiques, l'enjeu est intellectuel autant que pratique. Adapter sa manière de penser l'économie mondiale suppose d'accepter que les fournisseurs deviennent aussi des décideurs, et que la stabilité apparente ne garantit plus l'équilibre réel. Cette prise de conscience modifie les cadres d'analyse, les stratégies professionnelles et même la lecture quotidienne de l'actualité. L'espace reste ouvert pour confronter les interprétations, questionner les hypothèses et enrichir la compréhension collective. Les désaccords argumentés, les compléments d'information et les lectures critiques ne fragilisent pas le débat, ils le rendent plus utile. Une question demeure, volontairement sans réponse définitive. Comment chacun peut-il ajuster sa manière d'anticiper les risques et les opportunités dans un monde où les règles se négocient désormais à plusieurs voix ?